Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. Pour cette édition, on va se concentrer sur l'amour, qui est vraiment le thème clé du mois de février. Donc, c'est en attendant les Oscars dans quelques jours. L'amour, évidemment, impossible de le manquer. En littérature, au cinéma, un des sujets les plus discutés, qui tourmente tant de personnes. Et pour en parler, j'ai Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Ça va très bien. Écoute, oui, c'est l'occasion pour nous de montrer que peut-être nous avons un peu de romantisme en nous. Peut-être qu'on va surprendre de cette manière tous nos auditeurs. Oui, et dans cette sélection, pour une fois, on a peut-être plus de films que de livres, donc c'est un petit changement. On s'excuse, on pardonne beaucoup de choses en amour, donc on s'excuse en avance pour peut-être un petit manque de transition entre les œuvres, mais on va essayer quand même de vous convaincre. Donc on va commencer avec une première œuvre de Claude Lelouch, et Thibaut, tu voulais en parler. Oui, en fait, c'est presque un passage obligé si on parle d'amour au cinéma. Moi, immédiatement, évidemment, je pense à Un homme et une femme, ce fameux film de Claude Lelouch qui est sorti en 1966, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes, qui a eu aussi l'Oscar du meilleur film étranger, voilà, et qui a été nommé, enfin, qui a eu d'autres récompenses encore. Vraiment le film d'amour par excellence. Et aussi, finalement, un peu, Claude Lelouch est souvent critiqué, mais en revanche, ce film-là, tout le monde s'accorde à dire pour considérer que c'est vraiment son chef-d'œuvre, quoi. Alors, pour la petite histoire, il a aussi sorti deux suites des années vraiment plus tard. Donc, il y a eu Un homme et une femme 20 ans déjà dans les années 80 que je n'ai pas vu. Puis Les plus belles années d'une vie en 2019. J'ai juste vu celui-là. Bon, c'était assez dispensable. Mais voilà, Un homme et une femme. Alors, juste rappeler un peu ce que ça raconte. Finalement, c'est très très simple, aussi simple que le titre, pourrait-on dire. Donc, on a en fait une script dont le mari, en fait, qui est cascadeur, est mort et qui est voilà, un peu inconsolable. Elle rencontre à Deauville un homme dont lui, la femme s'est suicidée. Donc les deux acteurs principaux, c'est Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Et alors va commencer à naître un peu comme ça une histoire d'amour, mais qui est difficile évidemment parce que chacun a sa propre tragédie personnelle. Rien n'est simple finalement. Voilà, malgré tout, l'amour va naître, devenir passionné. Et voilà, donc c'est une histoire finalement, au départ un peu, forcément chacun a ses propres drames personnels, mais une histoire très simple, racontée simplement. Alors que Lelouch, il a aussi, je pense que c'est un peu une manière de faire, mais en particulier ici, il a laissé beaucoup ses acteurs improviser. Alors je voudrais encore mentionner deux choses à propos de ce film. Oui, pour moi, ça reste vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, on ne peut pas passer à côté. Alors même si c'est les années 60, que c'est tourné en partie en noir et blanc, j'ai l'impression que dire que ça n'a pas vieilli, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il y a une authenticité qui rend cela presque intemporel en fait, voilà, qui rend l'histoire pour moi assez intemporelle. Alors deux petites choses encore à mentionner, évidemment, quand on parle d'un homme et une femme, on pense à la musique, puisque le fameux Shabada Bada que tout le monde dit, qui en fait n'est pas Shabada Bada, mais Dabada Bada dans le film. Donc ça, c'est la musique de Francis Lay, qui est le compositeur attitré de Claude Lelouch. Voilà, la musique a aussi été récompensée et ça fait partie aussi du patrimoine culturel, j'ai envie de dire, parce que tout le monde connaît de toute façon. Et alors, plus anecdotique peut-être, Vincent Delerme, le fils de Philippe Delerme, auteur bien connu, et donc lui qui est interprète, eh bien, il a écrit aussi une chanson qui parle de ce film, qui s'appelle Deauville sans Trintignant. Et il y a justement dans la chanson même un passage parlé où on entend en fait Jean-Louis Trintignant parler tout seul en fait et qui reprend un monologue du film. Il est justement dans sa voiture et moment qui je pense était d'ailleurs improvisé par Jean-Louis Trintignant. Une chanson très très simple et qui évoque assez bien le film aussi, je trouve. D'accord. Est-ce que tu as vu d'autres films de Claude Lelouch? Moi, je ne le connais que de nom sur moi. Oui, j'ai vu d'autres choses. Il a sorti, je pense qu'on est à 50 films, donc il tourne vraiment beaucoup. Et peut-être même un peu trop, parce que souvent, surtout dernièrement, en fait, en tout cas, la critique ne le considère plus vraiment comme un réalisateur majeur. Mais je parlais justement de la suite Les plus belles années d'une vie, qui est assez. Évidemment, quand tu penses à Un homme et une femme, tu as beaucoup de tendresse pour les acteurs que tu revois. En plus, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, qui sont forcément, c'est tourné en 2019, donc ils sont tous les deux vieillissants, ils ont plus de 80 ans à ce moment-là. Donc tu as un peu de tendresse pour eux, mais en même temps, le film ne sert un peu à rien, triste à dire. Je trouve que les dialogues n'étaient pas très bien écrits, beaucoup de, un peu
phrases un peu sentencieuses comme ça qui manquaient de naturel, je trouve. Donc voilà. Sinon, de lui, je ne sais plus ce que j'avais vu encore. Ah, je pense que j'avais vu Les Misérables avec Jean-Paul Belmondo, qui est déjà un plus vieux film. Hein, c'est sorti en 1995. Soi-disant une libre adaptation des Misérables de Victor Hugo, mais qui reprend certains des thèmes, mais pas du tout les personnages de l'époque. Moi, j'ai trouvé ça assez ennuyeux à l'époque. Voilà, quand je l'avais vu, je n'ai pas du tout été convaincu. Par contre, ce qu'il avait sorti plus récemment et qui était pas mal, je pense que ça s'appelait Roman de gare. Le problème de Lelouch, c'est qu'il se prend souvent très très au sérieux. Et là, c'était un peu différent, justement. Le fait d'appeler d'ailleurs son film Roman de gare reflétait presque une certaine modestie. Et voilà, je fais un roman de gare, et donc il n'y a pas, voilà, il y a pas grand-chose à en attendre, entre guillemets. Donc là, je trouvais que là, on était un peu mieux, mais sinon, en général, je dois avouer que j'ai tendance à un peu éviter. D'accord. Puis quand tu as un film aussi, dans un de ces derniers, qui s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie, déjà, ça donne pas très envie. Je trouve le titre est tellement tarte à la crème que voilà, ça n'incite pas très fort à aller voir. Surtout, voyez, si ce n'est pas encore fait, Un homme et une femme, ça reste vraiment un chef-d'œuvre qu'il faut avoir vu, à mon sens. Oui, donc tu aurais tendance à dire qu'il ne s'est pas amélioré avec le temps. Honnêtement, je n'ai pas assez vu pour tenir des propos aussi péremptoires directement, quoi. Voilà, donc je réserverai mon jugement, tout simplement. Et puis alors, peut-être pour rester sur les réalisateurs français, je voulais vous parler d'un film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film qui est sorti en 2004. Et on retrouve ici un acteur en particulier qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans ce genre de rôle, avec ce genre d'intensité dramatique et ce type de performance. Et ici, je pense à Jim Carrey, qu'on connaît très bien pour des films comme Le Masque, pour ces spectacles de stand-up, la facilité, cette gestuelle, les différentes grimaces dont il est capable, pour lesquelles on le connaît très bien. Et dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on le retrouve dans un rôle qui est totalement à l'inverse quoi on le connaît. On le retrouve sous l'appellation de Joël, qui vient de se séparer de Clémentine. Et c'est une rupture qui est assez douloureuse. Et suite à cette rupture, il apprend que Clémentine, donc Spagne, son ex-copine, a décidé d'effacer tous ses souvenirs de lui. Comme vengeance, il décide de faire la même chose. Mais le problème, c'est que assez rapidement dans le film, on va s'en rendre compte, ils vont tomber nez à nez d'un trajet en train, si je me souviens bien, et retomber petit à petit amoureux l'un de l'autre. Bon, ils vont parvenir à se redécouvrir. On pourrait se dire que c'était le destin de s'être rencontrés une première fois, d'être tombé amoureux. Ici, on voit peut-être la beauté du film, c'est que si on devait tout recommencer de zéro, ces deux âmes en présence retomberaient à nouveau amoureuses l'une de l'autre et suivraient encore une belle histoire d'amour. C'est assez spécial, il y a un côté peut-être sci-fi et évidemment science-fiction parce que la procédure en elle-même n'existe pas, on n'est pas encore à ce genre de prouesse, si on peut dire, technologique. Et lors de l'opération en elle-même, Joël commence à revivre ses souvenirs et se rend compte petit à petit qu'il n'a pas envie, qu'il regrette sa décision. Un côté là-dessus où on va voir sa réflexion et cette sorte de terreur. Il est paralysé dans cette opération, il se rend compte de ce qui est en train de se passer tout en étant impuissant. Et donc, il faut dire que Jim Carrey est superbement appuyé par Kate Winslet, ici aussi. On retrouve d'autres noms, il y a Kirsten Dunst, Elijah Wood, qu'on connaît via Le Seigneur des Anneaux, donc, qui gravite autour de ce duo. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une histoire d'amour qui était unique, vraiment très spéciale, avec la puissance de l'oubli, mais aussi la puissance de deux âmes qu'on essaye de séparer, tant bien que soit, et qui au final gardent ce sort de magnétisme et reviennent toujours ensemble. C'est un peu dommage que Oui. je n'ai pas vu ce film, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu considéré comme, même s'il est récent, comme un film culte, en tout cas qui est souvent encensé. Enfin, je pense qu'il avait été vraiment encensé par la critique et qui a eu des prix aussi, non? Meilleur scénario original, en tout cas, aux Oscars, ouais, en 2005, pardon. Moi, j'ai vu d'autres films de Michel Gondry, mais pas celui-là. Je peux te le recommander fortement. Ça fait un moment que je l'avais vu aussi. Mais je pense il a un bon potentiel pour être revu également. Mhm. Alors, on a parlé cinéma ici, donc on va quand même, même s'il y aura un peu moins ici, on va quand même prendre un livre. Et donc moi, je vais vous parler de La seule histoire
qui est un livre de Julian Barnes qui est sorti, enfin, du moins en français en tout cas en 2018. Alors Julian Barnes, on en a déjà parlé ici, assez récemment je pense. Pour rappel, c'est un romancier anglais qui est né en 1946, qui est assez apprécié en France notamment parce qu'il a déjà obtenu plusieurs prix, et notamment le prix féminin, mais pas avec celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans la seule histoire? En fait, j'ai envie de vous lire une des phrases du livre qui résume quand même assez bien le propos. Un premier amour détermine une vie pour toujours. C'est ce que j'ai découvert au fil des ans. Il n'occupe pas forcément un rang supérieur à celui des amours ultérieurs, mais elles seront toujours affectées par son existence. Il peut servir de modèle ou de contre-exemple. Il peut éclipser les amours ultérieurs. D'un autre côté, il peut les rendre plus faciles, meilleurs. Et parfois aussi, un premier amour cautérise le cœur et tout ce qu'on pourra trouver ensuite est une large cicatrice. Alors, ici, en fait, on a un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Paul et il va partir à l'université, c'est l'été, et à part rejouer un peu au tennis, voilà, il ne fait pas grand-chose. Justement, au club de tennis local, il va rencontrer une femme de 48 ans qui est mariée, qui a 2 filles, qui s'appelle Suzanne. Et donc voilà, il commence à jouer des parties en double, et voilà, il se rapproche, et puis voilà, il commence à vivre un amour total, passionné, et d'abord évidemment le vivre un peu en cachette parce que, rappelez, oui je ne l'ai pas dit, mais on est plutôt dans les années 70. Alors déjà aujourd'hui je pense que ce serait sans doute compliqué, mais déjà à l'époque c'était encore pire. Donc voilà, en cachette au départ, et puis ils vont partir vivre ensemble à Londres, donc elle va un peu abandonner son mari. Voilà ce qui devait au départ être comme ça, une histoire passionnée, et en fait assez vite presque dégénérée. Parce qu'en fait, le gros souci que Paul va découvrir, c'est que Suzanne, elle cachait quelque chose, c'est qu'elle est alcoolique. Voilà, il est libre, donc il ne peut pas la laisser seule, et donc il va devoir s'occuper d'elle pour l'aider à combattre cela, et donc il perd aussi un peu ses années de jeunesse, avec finalement la question, vaut-il mieux avoir aimé et perdre, ou ne jamais avoir aimé? C'est un peu l'histoire du roman. Alors, c'est écrit en 3 parties. Alors, ce qui est un peu interpellant, c'est que la deuxième est rédigé à la deuxième personne du pluriel, donc le lecteur est pris à témoin puisque c'est vous, le vous qui est tout le temps utilisé. On est chez Julian Barnes, donc on a déjà expliqué, mais je rappelle, c'est écrit avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur aussi, et je pense que c'est un des romanciers qui parle le mieux d'amour en fait. Déjà dans Une fille qui danse, que j'avais lu le précédent, que je considère aussi comme un très très grand livre, on sentait cela aussi très très fort. Je pense que c'est quand la fois précédente dont on a parlé de Julian Barnes, c'était quand tout est déjà arrivé, si je me souviens bien. Et on avait aussi quelque chose là où une nouvelle en fait où l'auteur Julian Barnes parlait un peu de lui-même. Et avec des pages, on avait dit, si je me souviens bien, que ces pages étaient parfois bouleversantes. Et en fait, ici, c'est ça aussi, quoi. Donc, il a un vrai talent pour parler de ça. Comme je dis, voilà, avec délicatesse, mais en même temps aussi pudeur, parce qu'on n'est pas, même si c'est dramatique, en fait, l'écriture ne verse pas dans le mélo. Voilà. Oui, et justement, j'avais envie de brièvement mentionner quand tout est arrivé, Levels of Life, c'est le titre en anglais, on en avait, comme tu disais, on en avait discuté. C'est peut-être un des livres qui m'a vraiment chamboulé, je dois dire. J'avais trouvé, le passage, c'était sur une sorte de mémoire sur l'amour perdu, étant donné que sa femme venait de décéder. Ça a été écrit peu de temps après. La manière dont ça avait été écrit et décrit était extrêmement touchant. Donc, oui, ça, je peux aussi le conseiller. Je dirais que ça m'avait peut-être plus touché que l'œuvre dont tu viens de parler. Mais c'est totalement différent, évidemment. Dans les deux cas, ça reste une valeur sûre, Julian Barnes. Ouais, vraiment. Je trouve que c'est vraiment un romancier à lire. Je ne peux pas dire que je le connais extrêmement bien parce que je l'ai pas lu. Je pense que j'ai lu 3 ou 4. Il a une plume délicate et une façon de parler d'amour que je n'ai jamais rencontrée chez aucun autre auteur. Oui, je suis d'accord. Alors, je vais passer on va retourner au cinéma avec le film 500 Days of Summer, qui est traduit en français par 500 jours ensemble. Donc, le titre anglais pourrait avoir tendance à nous tromper un petit peu, étant donné qu'on nous suggère un été presque sans fin de 500 jours. Il n'en est rien. Summer, c'est le nom de la jeune femme dans le film. Donc, ici, on va suivre Tom, qui est un jeune homme plutôt de type idéaliste. Il travaille dans une agence qui vend des cartes de vœux, que c'est un thème qui sera récurrent pendant ce podcast. Donc, on parlera encore d'écrivains
qui travaille pour une entreprise de cartes de vœux. Et un beau jour, arrive une nouvelle employée, Summer, et il va tomber directement fou amoureux d'elle. Par contre, le problème qui va apparaître dès le départ, c'est que Tom, il croit en l'amour, le vrai, l'unique, presque les coups de foudre. De l'autre côté, elle n'y croit pas du tout. Elle a une approche assez désabusée. Peut-être que c'est son bagage de vie, ce qu'elle a vécu par le passé, qui la pousse à se comporter de cette manière-là. Et ça va être une relation un peu chaotique. Pour ne pas aider, elle va être comptée de manière non linéaire. On va vraiment voir une alternance entre les moments plutôt euphoriques et douloureux. En bon idéaliste, il va aussi idéaliser Summer, donc il ne voit que les côtés positifs. Il ignore totalement tous les red flags, comme on dit, donc les signes avant-coureurs. Et il va être extrêmement attaché à elle. D'un autre côté, on voit ça évidemment comme on est à côté du narrateur omniscient. On comprend directement où l'histoire va nous mener. On voit que petit à petit, il va devoir affronter une réalité qui est de plus en plus compliquée, que c'est un couple qui ne tient pas à grand-chose. Donc on va suivre ce film sous certains contrastes, une partie entre rêve et réalité, avec notamment une scène dont on connaît, ça a été maintenant popularisé. On voit les attentes contre la réalité. Donc c'est le fameux expectation versus reality. Où il va y avoir une scène où l'écran sera coupé en deux. On va voir ce à quoi ils s'attendaient, ce qu'ils auraient espéré, et la réalité des choses de l'autre côté. Une scène qui nous brise encore un peu plus le cœur quand on sait à quel point il aime cette jeune femme. Et tout ça se fait dans une esthétique plutôt pop, avec une bande son où on va nous suggérer pas mal de titres de Smith. Et c'est une comédie romantique qui est plutôt classique. L'intérêt, c'est évidemment le côté non linéaire. On va suivre plus ou moins les 500 jours. Donc presque dès le départ, on comprend qu'il y a une rupture et on va faire des allers-retours dans ces 500 jours. Et c'est un film qui m'avait assez surpris la première fois, en l'ayant vu à sa sortie en 2009, qui m'a peut-être moins convaincu en l'ayant vu récemment pour le podcast. Donc ça, c'est aussi une comparaison, si on parle d'expectation versus reality, où je m'attendais à être plus touché qu'à l'époque. Et ici, il m'a laissé peut-être un peu plus indifférent que la toute première fois. Je savais peut-être à quoi m'attendre. Je vois quand même que je connais pas, en fait, je connais pas du tout le film, j'en avais jamais entendu parler. Et malgré tout, il a bénéficié d'excellentes critiques et classé dans le top 10 de beaucoup de critiques en fait en 2009 quand il est sorti, quoi. C'est assez, il y a une certaine unanimité quand même autour du film, visiblement. Oui, c'est très possible, mais je dois dire aussi que je l'ai re-regardé donc avec ma compagne qui n'était pas forcément convaincue. Moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de le revoir, mais j'étais assez déçu aussi par le film. Peut-être que j'ai été influencé. Et donc, un mot rapidement sur les acteurs principaux. On retrouve Joseph Gordon-Levitt, qu'on connaît. Il a eu peut-être un tournant un peu plus film d'action par après. Je pense qu'on le voit soit dans des Batman ou des films plutôt thriller. Et de l'autre côté, l'actrice est jouée par Zoe Deschanel, qui s'est également déjà fait un nom. Et donc, on parlait de flashback. Et alors là, peut-être une des premières transitions, c'est parler de flashback dans le contexte du film We Live in Time. Ça, est-ce que vous Oui, voulez en parler? et il y a même un autre lien avec ce 500 jours ensemble, parce que en fait, le réalisateur Mark Webb, c'est lui qui a réalisé, je pense, juste après The Amazing Spider-Man, donc la franchise Spider-Man qu'il avait relancée, avec dans le rôle titre Andrew Garfield. Andrew Garfield qui est justement un des deux rôles principaux du film We Live in Time, qui ici est réalisé par John Crowley et dans lequel on retrouve aussi Florence Pugh. Donc c'est le couple, c'est Andrew Garfield et Florence Pugh. En Belgique, il est sorti, je pense, le 1er janvier 2025, donc c'est vraiment un film assez récent. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, une histoire assez simple, hein. On a donc Andrew Garfield, donc, il joue le rôle d'un commercial dans une entreprise de céréales qui s'appelle Tobias, et il rencontre un peu, dans des circonstances, on va dire pas planifiées en tout cas, une jeune chef cuisinière qui s'appelle Almut, et donc qui est interprétée par Florence Pugh. Et voilà, ils vont vivre une histoire, hein, mais l'histoire, comme tu l'as mentionné, va être plutôt délivrée par flashback, parce que en fait, on va voir assez rapidement que malheureusement, Almut, elle a un cancer, et on retournera dans le passé, donc comment ils se sont rencontrés
le moment aussi notamment où elle accouche de leur enfant dans une station-service. Hein, donc c'est une scène assez étrange. Et voilà, c'est pour montrer aussi qu'il y a quand même un petit peu d'humour aussi. On n'est pas juste dans l'histoire d'amour. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de neuf puisque, comme je disais, voilà, c'est une histoire d'amour comme on en a déjà vu. Le fait d'avoir une narration éclatée, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vu aussi, mais en tout cas qui apporte un certain plus à l'histoire qui, si on l'avait raconté de manière linéaire, ben, je pense aurait manqué d'intérêt. Alors ce qui est vraiment bien, vraiment chouette, je trouve ici, c'est qu'on sent vraiment l'alchimie entre les deux acteurs principaux, et en particulier Florence Pugh voilà, qui commence à se faire un nom maintenant. Moi, je dois avouer que je la connais pas très très bien, mais je trouve je la trouve tout à fait pétillante dans le film, et elle ressort même plus que Andrew Garfield, je trouve. Et ce n'est pas mièvre non plus, il n'y a pas de sentimentalisme. Donc voilà, je trouve bien raconté, bien interprété. Et voilà, donc ça vaut aussi la peine, ça vaut le détour. D'accord. Je dois dire que je la connais uniquement, je pense qu'elle a peut-être joué dans un Marvel que je n'ai pas Oui, vu, oui, oui, je pense aussi, oui. Tout à mais fait. Et je ne regarde pas trop les Marvel, donc je ne. oui, je ne pense pas l'avoir vu dans un film en fait, puisqu'ici il y a eu la sortie du film Midsommar qui était un film, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, un film d'horreur en fait. D'accord. Et puis, mais alors pour continuer là-dessus, donc on est toujours aux États-Unis, parce on va encore en parler, on va encore rester dans cette zone-là pour les prochains films. Et là, je voulais mentionner le film Her de Spike Jonze. C'est sorti en 2013. Et là, je dois dire que si on devait comparer la technologie qu'on connaît aujourd'hui, donc si on pense notamment à ChatGPT, à Gemini et DeepSeek et d'autres, on va voir que le film en lui-même utilise une solution technologique très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs ça pourrait être inquiétant d'un côté, mais aussi impressionnant de voir ce côté avant-gardiste. Bon, et donc, dans le film Her, on est dans un futur assez proche. Donc, il n'y a pas de voiture volante. On va suivre Théodore, qui travaille comme écrivain dans une agence qui offre un service assez spécial. C'est un service de belles lettres manuscrites. Donc, il va notamment s'occuper d'écrire de belles lettres pour des clients, que ce soit pour écrire à sa maman, pour écrire à un parent qui est convalescent ou à un partenaire, un ami. Donc, lui s'occupe de préparer ces lettres, de les écrire aussi à la main et de les envoyer à ses clients qui vont alors distribuer ces lettres aux personnes concernées. Mais cet écrivain est assez solitaire. On ne raconte pas vraiment son historique personnel et sentimental. On comprend cette solitude et un jour, il va installer une mise à jour sur son ordinateur, donc un nouveau système d'exploitation, un nouvel OS, et qui contient une intelligence artificielle plus avancée, ou même avancée, qui va prendre forme sous le nom de Samantha. Et donc, Samantha, ici, va l'entendre interagir, on ne fera l'expérience que de sa voix pendant l'entièreté du film, et elle va interagir avec Théodore, qui est joué par Joaquin Phoenix. Et au départ, cela commence par de simples services d'assistante virtuelle. Donc, elle va l'aider à organiser ses rendez-vous, ses emails, lui donner des rappels, en tout bien, tout honneur. Mais petit à petit, il va commencer à se confier, donc elle devient une confidente. Et elle va même insister pour qu'il reprenne une vie sociale, qu'il commence à sortir avec des jeunes femmes. Elle va d'ailleurs l'aider à organiser ses rendez-vous, écouter son débriefing par après, essayer de le conseiller. Et petit à petit, cette assistante virtuelle qui est devenue confidente devient même une amante. Donc, ils vont avoir une relation qui est assez spécifique et presque platonique du fait qu'il n'y ait pas de relation physique. Ce sera une relation uniquement par discussion, donc elle sera toujours là, il l'aura chaque fois dans ses écouteurs pour aller au travail. Il chattera tout le temps avec elle, que ce soit par écrit ou de manière vocale. Et c'est donc une relation qui est assez non conventionnelle, mais qui va parvenir à combler le manque qu'avait Théodore, avec une évolution très spéciale de l'OS. Et donc, ce qui est assez troublant, c'est donc cette relation avec un programme informatique qui nous donne l'impression d'avoir une conscience, des désirs propres. Les points positifs du film, c'est vraiment une sorte de mise en scène qui est minimaliste,
des teintes pastel et des décors qui sont épurés, et un style vestimentaire très élégant. Ça, je dois dire que en général, ça ne me marque pas tant que ça, mais ici, j'ai l'impression que Joaquin Phoenix était très bien habillé sur chaque scène. Et c'est donc évidemment bouleversant parce que l'histoire se termine d'une drôle de manière, avec une dépendance à la technologie qui est trop importante. Donc ça, c'est aussi un des fils conducteurs du film. C'est donc un film qui se joue en duo entre Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, qui insuffle de la vie à Lois et Samantha, que je dois dire, je n'ai pas trouvé si exceptionnel dans le rôle. Donc, j'ai lu sur Internet, certains y voyaient une certaine chaleur, une certaine sensualité plutôt troublante. Je l'ai trouvé assez neutre et passive, personnellement. Mais ça pose vraiment des questions sur notre rapport à la technologie, surtout quand on sait que, notamment on parle de ChatGPT, qui à un moment ont décidé d'emprunter, de voler la voix de Scarlett Johansson pour leur propre assistant virtuel, pour les capacités vocales de cet assistant virtuel, sans lui demander son avis. Donc ça reste aussi une autre chose. Mais on peut voir que les amis de chez OpenAI ont été fortement influencés par le film, apparemment. Ouais, c'est assez interpellant parce que le film, du coup, a plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, on parlait autant d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, il y a un petit côté précurseur quand même. D'un côté, oui. Donner l'impression d'une sorte de conscience, ça c'est peut-être plus récent, mais il y a beaucoup de capacités qui existaient déjà à l'époque, qui n'étaient peut-être pas aussi bien marketées qu'à Oui, présent. oui, dont on ne parlait pas en fait, c'est ça qu'il y a. Parce que comme on l'a expliqué, quand ChatGPT est arrivé, c'est simplement l'intelligence artificielle existait déjà, mais elle n'était pas mise à disposition du public comme ça d'un coup et hop, allez-y quoi. Oui, Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. oui, c'est ça. Oui. Et donc c'est un film peut-être qui nous laisse un peu sur notre faim. C'est une belle histoire, c'est avant-gardiste et d'un point de vue science-fiction, ça reste très intéressant, qui nous laisse peut-être sur notre faim et qui a certaines longueurs. Donc je pense qu'on aurait pu l'avoir. C'est souvent une critique de ma part, peut-être un film un peu plus court, mais qui reste plaisant et ça reste une belle expérience cinématographique aussi. Très bien. Mais je propose qu'on reste aux États-Unis, hein, mais qu'on revienne dans la littérature, puisqu'ici il est question d'un roman qui s'appelle Bien-être de Nathan Hill. Alors je ne sais plus si on a déjà parlé de Nathan Hill ici. En tout cas, moi, c'est son deuxième livre, hein. Moi, j'avais adoré Les fantômes du vieux pays. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais c'est parce que j'en parle à beaucoup de gens, je pense. Je peux te confirmer, ça me dit quelque chose. Oui. Et donc voilà, donc c'était un roman qui était sorti il y a 7 ans et qui retraçait un peu l'histoire des États-Unis. Et voilà, vu à l'époque comme déjà un roman majeur, moi je trouvais ça vraiment assez incroyable, surtout pour la maîtrise que Nathan Hill avait de son sujet avec un premier roman aussi, et avec autant d'ambition. Et donc ici, il change, enfin, peut-on dire qu'il change? Oui, il change un peu de sujet puisqu'on bascule dans quelque chose de plus intime a priori, puisqu'on a l'histoire en fait de Elizabeth et Jack, début des années 90, à Chicago. Et alors, en fait, ils vivent l'un en face de l'autre dans des appartements. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils s'épient chacun épie l'autre en cachette. Donc visiblement, ils ont très envie, chacun a très envie de parler à l'autre, mais voilà, ils n'osent pas spécialement s'aborder. Ils profitent simplement du fait que l'appartement est éteint, enfin, est allumé en face et le leur est éteint pour pouvoir observer à chaque fois l'autre. Et puis finalement, à l'occasion d'un concert, voilà, ils vont finir par se parler et leur histoire va ainsi commencer. Puis on les retrouve 20 ans plus tard, ils sont mariés, ils ont un enfant, et là, autant 20 ans plus tôt, ils vivaient une vie de bohème, hein, dans un quartier comme ça, qui allait bientôt, mais pas encore, se gentrifier. Et bien là, par contre, ils se sont bien embourgeoisés. Ils ont une vie très classique. Leur fils leur en fait voir un peu de toutes les couleurs. Et l'amour du début semble s'être un peu éteint. Jack a très envie de raviver la flamme. Il veut toujours y croire et il se fait aider d'une application. Je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle, hein, mais en tout cas d'une application pour l'aider justement à trouver des trucs pour relancer un peu la flamme. Et elle, en fait, donc lui, peut-être j'ai oublié de préciser, c'est au départ un peu photographe et donc il donne des cours à l'université. Il n'arrive toujours pas à être vraiment nommé dans son poste, donc voilà, il a finalement une vie professionnelle assez précaire. Elle a fait énormément d'études en même temps et elle est devenue en fait responsable, directrice de la clinique du bien-être
d'où le nom du livre, hein, Bien-être, où elle étudie en particulier l'effet du placebo sur les gens. Donc elle est spécialisée dans la psychologie cognitive notamment, et voilà, donc ça c'est vraiment son sujet. Et donc ici en fait on voit que reste-t-il de l'histoire d'amour des débuts. Ce qui se passe en fait c'est que comme chacun change, comment peut-on continuer à former un couple alors qu'on n'est plus les mêmes et que 20 ans plus tôt, et que potentiellement ce qu'on avait aimé chez l'autre n'est plus là, ou en tout cas a évolué, ou qu'on n'aime plus exactement la même chose. C'est de nouveau assez entre guillemets dense, parce que on approche de nouveau les 700 pages et ça évoque beaucoup de choses. Parce que ce qui est aussi très intéressant chez Nathan Hill, c'est que comme dans son précédent roman, on ne se limite pas à l'histoire a priori principale, l'histoire intime de ce couple. C'est l'occasion aussi de montrer certains travers de notre époque d'aujourd'hui, notamment à travers les familles de chacun des deux personnages, en particulier celle de Jack, puisque son père découvre Facebook et les réseaux sociaux. On est en 2000, j'ai oublié de préciser, donc là, l'essentiel du roman se passe en 2014, et est en train de virer complotiste, presque malgré lui, alors qu'il n'était pas, pas du tout au début. Et on voit un peu c'est un peu l'occasion de voir la force des algorithmes. Il y a toute une partie d'ailleurs qui parle spécifiquement de ça. On voit aussi en fait déjà tous les ravages, enfin, à mon avis en tout cas, les ravages un peu de cette tentation de développement personnel à travers le personnage d'une femme avec qui Elisabeth sympathise un peu, du moins au début, parce que cette femme pense très fort à ce qui peut l'aider elle-même, et puis une fois qu'on n'a plus besoin des autres, il suffit de les jeter, parce que c'est très bien, tu m'as beaucoup aidé dans ma vie aujourd'hui, mais à présent, je dois poursuivre mon chemin sans toi. Donc voilà comment une amitié peut se terminer. Donc c'est très, très... le regard qu'il porte sur la société n'est pas toujours peut-être optimiste, mais en tout cas très, très fin, vraiment très finement observé. C'est très documenté aussi, puisqu'à la fin, il y a toute une bibliographie, puisque donc, je parlais du fait qu'Elisabeth a spécialisé en psychologie cognitive. Eh bien, en fait, on retrouve en fait toute une série d'études comme si c'était comme un mémoire, en fait, où on a toute une bibliographie. Donc, ça montre que l'auteur s'est aussi très, très fort intéressé de près à cette histoire, enfin, à ce sujet, et ce qui explique aussi sans doute peut-être qu'il a fallu 7 ans pour écrire ce nouveau roman. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, à travers l'histoire du couple et de ce qu'est être qu'est-ce que c'est, de répondre à la question un peu, qu'est-ce que c'est qu'être un couple aujourd'hui, eh bien, c'est aussi l'occasion de montrer que ce couple, en fait, s'inscrit dans une certaine époque. Et alors, j'aurais voulu juste citer un tout petit passage aussi, puisque à un moment, Elisabeth, en fait, s'interroge très, très fort sur voilà, ce qu'ils sont devenus. Et à ce titre, elle demande à rencontrer celui pour qui elle travaillait, donc qui, au départ, était le directeur, je ne sais plus c'est le terme qui est utilisé, hein, de cette clinique du bien-être, et donc elle a remplacé une fois que celui-ci est parti à la retraite. Il lui dit « Jack est-il fait pour vous ou pas? Tout dépend, je dirais. Qui est ce Jack dont nous parlons? Qui est ce vous? Quelle version? À quel moment? À quel endroit? Lequel de vos nombreux reflets amusants est-il le bon? Hier vous étiez cette personne, aujourd'hui cet autre, et demain, qui peut le dire? Mais le mariage est une promesse de constance, de certitude, tu seras aimé pour la vie. Et à peine en devenons-nous certains que cette certitude nous glisse entre les doigts, notre certitude nous rend aveugles à la façon dont le monde change, échange encore. Alors là-dessus, elle lui répond, donc si rien n'est vrai, si la certitude n'est qu'une illusion, que faire? Ne croire en rien? Et là, le professeur lui répond, croyez ce que vous croyez, ma chère, mais croyez-le avec douceur, avec compassion, avec curiosité, avec humilité. Ne vous fiez pas à l'arrogance de la certitude. Mon Dieu, Élisabeth, si vous voulez faire vraiment rire les dieux, alors allez-y, appelez ça votre maison pour la vie. Parce qu'il était question d'une maison qui l'obsédait. Au sujet de la maison, parce que là j'ai une question, est-ce que c'est un spoiler si tu en parles un peu plus? Non, pas du tout. Simplement, un des nombreux sujets de discorde aussi, enfin, un sujet de discorde, c'est le fait qu'ils font construire une maison, et que une des questions, c'est est-ce que chacun doit avoir, même s'ils se font en couple, est-ce que chacun doit avoir sa chambre? D'accord, oui. Et voilà, donc il y a des gros sujets au sujet de cette maison. Et voilà, et elle veut vraiment, en fait, parce qu'elle a un peu des névroses, hein, donc elle veut vraiment être la mère parfaite pour son fils, elle veut aussi la maison parfaite, donc c'est pour ça qu'elle parle de maison pour la vie, alors que lui, ça lui passe parfois un peu au-dessus de la tête, et elle ne comprend pas comment ça peut lui passer au-dessus de la tête, quoi. Mais je disais surtout ça pour, en fait, la partie où vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est que faire un couple
voilà, quelle version de nous-mêmes, etc. Et c'est toute cette réflexion-là, je trouve, qui est extrêmement intéressante, extrêmement bien abordée par Nathan Hill. Moi, j'avais déjà dit que le premier était un chef-d'œuvre. Eh ben, ce qui est toujours difficile, c'est comment rebondir après un premier roman aussi réussi. Et ben voilà, il répondait extrêmement bien, à tel point que, en fait, avec ce roman, il s'est retrouvé dans les meilleurs livres de plein de listes. Donc, moi, je l'ai retrouvé dans les 10 meilleurs livres 2024 du journal Le Soir, de la Livre Belgique, du Monde en France et de Focus Vif. Donc, vraiment, de nouveau, très, très fort remarqué. Et voilà, vraiment à ne pas manquer. Ok. Il faudra que je le lise alors. Celui-là ou bien le fantôme du vieux pays Les dont tu deux. parlais. Les deux. Les deux, mais c'est deux choses très différentes. Mais moi, je suis content d'avoir retrouvé sa patte dans la manière dont il décrit les choses, d'aller en profondeur, de se documenter. Et surtout, on démarre comme ça avec, je dis, une histoire d'amour, et puis c'est l'occasion de un peu parler de la société d'aujourd'hui. Eh ben, dans Les Fantômes du Vieux Pays, c'était un peu ça aussi, puisque là, au départ de quelques personnages, eh ben, on retraçait un peu une partie de l'histoire des États-Unis, en tout cas. Ici, c'est pas tout à fait l'histoire des États-Unis, mais en tout cas, ça serait, je pense, certains des travers de notre époque. C'est en ça que ça. On n'est pas juste dans la simple histoire du couple, ça prend une dimension bien plus importante grâce à ça. D'accord. Le thème de l'usure du temps, et c'est aussi un thème assez présent sur le couple, par exemple. Oui, bah oui, parce qu'en fait, le temps fait que chacun change, en fait, hein. Et ça, évidemment, quand on est en couple, on change ensemble, mais on ne change pas qu'ensemble aussi. On change par les circonstances de la vie. Et donc, c'est ça que je pense qui est parfois difficile, qui pourrait être difficile à accepter, voilà, par l'autre, hein, finalement. C'est que oui, on n'est plus le même qu'on était il y a 20 ans, de toute façon. Et nous-mêmes, on n'a plus non plus les mêmes attentes qu'il y a 20 ans. Oui, d'accord. Et alors, peut-être pour rester aux États-Unis, parler d'une autre œuvre d'amour compliquée, je souhaiterais mentionner La La Land de Damien Chazelle. C'est sorti en 2016. La La Land, on parle évidemment de LA, c'est-à-dire Los Angeles. C'est un film qui démarre, comme d'habitude, à Los Angeles, dans les embouteillages, presque un produit d'exportation pour eux. Et c'est une première scène où on va suivre tous les automobilistes bloqués dans les embouteillages, donc sortir de leur voiture, danser, chanter, avant de revenir tout penaud dans leur véhicule quand le trafic se dégage finalement. Et parmi ce groupe d'automobilistes, il y a Mia, qui est plutôt une aspirante actrice, et Sébastien, qui est pianiste de jazz. Et sans vraiment se voir, ils se croisent pourtant, et leur toute première interaction, c'est de se klaxonner l'un l'autre dans les embouteillages, une sorte de frustration qui ressort à ce moment-là. Leurs chemins vont se croiser à nouveau un peu plus tard dans le film, de manière plutôt fortuite, parfois forcée, et petit à petit, on voit qu'ils vont tomber amoureux, donc à Los Angeles, à La La Land. Il faut dire donc La La Land, ça peut signifier deux choses. C'est un des petits surnoms pour Los Angeles, mais c'est aussi une sorte de monde un peu imaginaire, rose, à la Alice au pays des merveilles, donc où tout est possible. Donc leur amour se développe bien à Los Angeles, et c'est une sorte de romance ou un amour qui est rythmé par des scènes de comédie musicale qui sont pas forcément mon truc, je dois être honnête. Il y a par contre une scène qui est plutôt devenue mythique. C'est une scène en revenant d'une soirée, ils cherchent leur voiture, ils se baladent ensemble le long des rues qui serpentent le long d'une colline à Los Angeles, et ils s'arrêtent à un bel endroit perché sur la hauteur avec le jour qui se lève, et la caméra va donc basculer de droite à gauche, suivre ce couple qui va se mettre à danser, chanter, une danse de claquettes bien synchronisée, et la caméra va donc pivoter de droite à gauche vers de l'ombre vers la lumière, et à nouveau de la lumière vers l'ombre, plusieurs fois avec le jour qui se lève petit à petit, avant que les deux danseurs ne se quittent et rejoignent leur appartement respectif. Une scène plutôt plaisante visuellement, mais comme je le disais, une comédie musicale qui n'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais qui pourra plaire aux fans. Et avec, il faut dire, une excellente alchimie donc, entre Emma Stone et Ryan Gosling, donc les deux personnages principaux, qui parviennent à rendre l'histoire bien vibrante et assez sincère. Et également une belle mise en scène, donc avec une photographie par moments très recherchée et bien soignée. Alors peut-être un des thèmes du film, c'est de voir, on a deux âmes qui se cherchent, qui ont
une nature très artistique, qui refusent peut-être même des activités purement alimentaires, qui souhaiteraient vivre de leur passion. Donc c'est un peu un des challenges du début. S'ensuit en fait un moment où il va y avoir un choix entre le couple et la carrière. Les deux vont plus ou moins se diriger vers un choix de carrière qui va au final mener à la fin de leur couple. Et il y aura donc c'est un film de 2016, donc je peux peut-être quand même en parler, c'est pas non plus un spoiler du tonnerre. On va les retrouver dans le futur avec Mia qui est devenue une actrice très célèbre, va tomber par hasard, qui est une femme comblée, qui a un enfant, qui est mariée et très heureuse dans son couple, qui va retomber par hasard sur le club de jazz qu'a ouvert Sébastien, donc joué par Ryan Gosling. Ils vont se dire adieu peut-être une dernière fois via un morceau que lui va jouer sur la scène de son club, en se regardant un petit peu, un échange de sourires en silence à travers ce morceau de musique. Donc c'est une fin plutôt douce amère, mais un choix qui a été fait, le choix de vivre de sa passion et de en fait placer la passion peut-être avant leur amour initial. Et toi Thibaut, est-ce que tu l'as vu? Oui, oui, bien Quelles sont sûr, tes bien sûr. impressions? Tu te souviens Et, de quoi? en fait, moi, ce que je trouvais vraiment bien, bon, évidemment, c'est les codes de la comédie musicale, hein, donc on est, et surtout au début, dans quelque chose de très enlevé, on est dans du spectacle, mais le film a beaucoup plus de profondeur qu'une simple comédie musicale, j'ai envie de dire. Et les chansons, tout ça ne tombe pas à plat. Déjà, les chansons sont bonnes, parce que récemment, dans le genre comédie musicale, j'avais vu tout à fait dans un autre genre, hein, Wonka, où là, les chansons ne sont pas du tout mémorables. Et ici, là, justement, elles restent, d'ailleurs, si elles restent en tête, et certaines ont eu un certain succès, parce qu'elles ont été beaucoup écoutées. Donc voilà, c'est bien la preuve que voilà, les chansons sont réussies. Mais comme tu le disais, en fait, les questions de choix à la fin, il y a une note douce amère, donc je pense, dans quelque chose de très réussi. À la fois, je pense que, enfin, à mon avis, dans les intentions du réalisateur, c'est de faire effectivement une comédie musicale comme aux grandes heures de ce genre et voilà, de revenir un peu à cette essence et en même temps d'y apporter sa propre touche. Et en ça, je trouve que le film est extrêmement réussi. Oui, et je veux dire, là, je me rends compte que peut-être que ce podcast a un effet thérapeutique pour moi, parce que c'est une sorte de discussion assez ouverte. Et je me rends compte que j'ai peut-être un côté insensible, parce que je ne me souviens pas trop des chansons. Donc, elles sont peut-être passées un petit peu au-dessus de ma tête, Mais sans que je fasse faire quand même, attention. parce que même la toute première, parce que tu vois, qui n'est pas une chanson du tout romantique, mais où dans les embouteillages, justement, mais qui est une chanson qui est même souvent réutilisée, hein, précisément parce elle est très dynamique. Moi, je me souviens, la première chanson, je m'en souviens, et puis évidemment, il y a le fameux titre au piano de Ryan Gosling, c'est City of, voilà, qui est resté aussi. Mais le tout premier, tu vois, c'est pas une chanson romantique, donc c'est pas ne sois pas trop dur avec toi-même. Non, d'accord. Est-ce que tu te souviens, ces titres, est-ce qu'ils ont fait partie du top, je sais pas, 50, 100 Oui, à la mais radio à oui, oui, l'époque? tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que j'en parle. Et pour moi, ça a eu, je sais pas si ça a eu, je me rappelle plus si ça avait eu des récompenses. Voilà, c'est City of Stars. Ryan Gosling commence au piano comme ça. Là, c'est une chanson qui avait été fort écoutée. Parce que du coup, je regardais en fait. Ouais, donc la chanson City of Stars a remporté en 2017 voilà, le Golden Globe de la meilleure chanson originale et l'Oscar aussi dans cette même catégorie. Voilà, c'est une chanson qui est restée. Faut que je la réécoute. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis, donc maintenant on va revenir un petit peu en Europe. Toujours au cinéma, ici un film de Richard Curtis. Richard Curtis, que tout le monde connaît, le roi de la comédie romantique anglaise, puisque faut-il encore présenter Love Actually. Mais voilà, ici donc Love Actually qu'on justement on revoit chaque année à Noël, hein, qui est devenu vraiment un très très grand classique. Voilà, qui est souvent quand même vu comme un film qui ne se limite pas à une bête histoire d'amour de nouveau. Voilà, c'est devenu un film culte, voilà, un vrai film culte. Alors ici, Richard Curtis, il a sorti en 2013 un film qui s'appelle About Time, qui a été traduit par Il était temps. Et ici, on a en fait un jeune homme qui est un peu gauche, un peu timide, qui a 21 ans. Justement, à ses 21 ans, son père, il lui révèle voilà, un secret, un étrange pouvoir que les hommes se transmettent de génération en génération. C'est qu'ils peuvent voyager dans le temps. Alors, ils peuvent voyager dans le temps, pas pour changer le cours de l'histoire, mais uniquement voilà, pour éventuellement rectifier certains choix qu'on aurait pu faire dans le passé. Et pour ça, en fait, c'est extrêmement simple. Il suffit de s'isoler dans un petit coin, par exemple, s'enfermer dans une penderie, serrer les poings très très fort et se souvenir d'un moment précis de la vie. Et hop, ça nous fera retourner à ce moment-là.
et peut-être voilà, réenvisager les choses d'une autre manière pour améliorer un peu la vie, quoi. Et corriger en fait le passé, parce que c'est vraiment ça l'idée. Alors évidemment, corrige pas le passé impunément, hein, puisque des choix différents, ça va mener à des trajectoires de vie complètement différentes aussi. Et donc voilà, au début, le but du jeune homme, Tim, c'était de pouvoir vivre une histoire d'amour avec Mary, voilà, qui était très intéressée, mais comme justement il est un peu timide, un peu gauche, ça ne se fait pas exactement, les choses ne se déroulent pas comme il le voudrait initialement. Donc il retourne dans le passé pour essayer d'un peu corriger cette situation. Mais évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Par exemple, certaines circonstances font que on va avoir un enfant, d'autres qu'on ne va plus avoir d'enfant, etc. Et donc, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il se rend compte que, voilà, pouvoir là, en fait, on ne doit pas l'utiliser à tort et à travers et que ça doit rester vraiment limité. Alors, ce qui est vraiment, vraiment chouette aussi dans le film, c'est que donc, le père du jeune homme est interprété par Bill Nighy, très très grand acteur britannique. Et il y a une chouette relation qui se noue en fait entre le fils et son père, parce que retourner dans le passé, c'est aussi, ça permet aussi de retourner toujours voir son père, puisqu'à un moment, le père, il faut le laisser partir, il faut le laisser mourir aussi, hein, puisque c'est le lot de tout un chacun. Et donc il y a une très très chouette relation qui se joue comme ça entre eux deux. C'est pas un film, il est question d'amour évidemment, parce que le but de Tim, c'est de vivre une belle histoire d'amour. C'est pas exempt d'humour évidemment, puisqu'on est chez les Anglais, donc comme souvent, humour et émotion sont très habilement menés, et c'est en particulier le cas dans tous les films de Richard Curtis. Et voilà, et je trouve qu'ici ça traite en plus comme ça de quels sont les choix qu'on fait dans la vie, qu'est-ce que ça implique. Il y a une dimension comme ça d'apprentissage que j'aime aussi beaucoup en littérature. Voilà, on doit faire son deuil quand on avance dans la vie, on doit assumer certains échecs. Et voilà, et donc je trouve que c'est absolument incroyable la manière dont comme ça tout est amené. Une comédie romantique, on se retrouve finalement avec quelque chose de beaucoup plus profond qui en fait un film extrêmement mémorable. D'accord, je ne connaissais pas du tout non plus. Mais non, parce que en fait, je rappelle, Richard Curtis, on pense toujours à Love Actually. Il n'est pas du tout un mauvais film, hein, pas du tout pas là pour le descendre, vraiment, vraiment pas. Mais on oublie qu'il a sorti d'autres choses très, très intéressantes, à mon sens plus intéressantes que Love Actually quand même. Ce film-là, pour moi, c'est vraiment, vraiment bien. Alors oui, parce que je ne sais plus s'il a participé aussi à... Oui, les scénaristes, tu vois, des Bridget Jones, etc. Donc on ne voit pas Richard Curtis comme... Enfin, on le connaît pour certaines choses, mais peut-être pas pour l'essentiel. Voilà. Oui, d'accord. Oui, mais du coup, vu qu'on est de retour en Europe, je vais continuer avec deux films plutôt basés en Pologne. J'avais envie de dire polonais, mais c'est pas exactement le cas, mais basés en Pologne. Le premier, c'est Cold War, donc Guerre froide. C'est sorti en 2018. C'est un film de Paweł Pawlikowski. On est dans l'Europe de la guerre froide et on va suivre Victor et Zula, qui est un couple qui s'aime d'un amour plutôt tourmenté. Donc, comme pour La La Land, on a ici deux artistes. Lui est musicien, elle est chanteuse, avec un tempérament, on pourrait dire presque de feu. Et d'ailleurs, c'est un rôle qui lui va bien. Donc, Zula, qui est jouée par Joanna Kulig, qui est d'ailleurs un type de rôle qu'elle a déjà joué à merveille dans une série polonaise, plutôt une sorte de feuilleton. On va suivre ce couple qui est séparé par l'histoire, par les choix, qui va se perdre au fil des années, se retrouver avec une mise en scène qui est uniquement en noir et blanc, confère souvent une beauté assez spéciale. C'est un film qui n'est pas trop bavard. Je sais que tu aimes bien en général, tu peux mentionner le fait qu'un film ou même un livre ou un roman soit bavard. Ici, j'ai l'impression qu'on apprécie l'esthétisme du moment, les silences, les regards, peut-être aussi le paysage qui est en noir et blanc aussi, qui aide pour donner un côté plus poignant. Et il y a un côté évidemment musical, entre le folklore et le jazz. Tout cela va accompagner leur passion qui est plutôt tumultueuse. Donc c'est sans oublier la guerre ou les dangers qui guettent à chaque fois. On est dans la Pologne de l'époque. Et une belle performance des deux acteurs. Je connaissais par exemple l'acteur qui joue Victor, donc c'est Tomasz Kot, pour l'avoir vu dans plusieurs films, dont un film qui m'a vraiment plu, qui était une belle découverte à l'époque, c'était Bogowie. C'est un film où il joue le premier chirurgien à avoir fait une transplantation cardiaque dans les années 80. Donc c'était une belle prouesse chirurgicale à l'époque.
Donc en soi, le film, pour le coup, il a eu certaines nominations aux Oscars. Je pense que malheureusement, il n'a pas rapporté de prix lors de cet événement. Pour rester en Pologne, il y a le film A Real Pain de Jesse Eisenberg, qu'on connaît notamment comme acteur dans le film The Social Network, c'était sur Facebook. Et ici, on le retrouve en fait, des deux côtés de la caméra. Réalisateur, il a écrit le scénario et il est aussi un des acteurs principaux. Et il va jouer notamment avec Kieran Culkin, on connaît comme étant le frère de l'acteur qui a joué dans Home Alone, Seul à la maison, qui est depuis quelques années un acteur un peu que l'on suit et qui a une belle ascension récemment, avec un rôle secondaire dans la série Succession. Donc c'est un acteur que j'apprécie vraiment, qui joue peut-être pour l'instant surtout un type de rôle bien précis. Et ici, on va retrouver donc Jesse Eisenberg et Kieran Culkin dans ce film. Ils jouent deux cousins aux personnalités très opposées qui vont décider de partir en Pologne après la mort de leur grand-mère et ils veulent un petit peu retourner sur ses traces, découvrir où est-ce qu'elle a vécu, comprendre eux d'où ils viennent, comprendre un peu aussi leur identité. Le film évidemment a un côté assez tragique parce que la grand-mère était forcée de quitter le pays a décidé d'émigrer de la Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un voyage qui mélange le road trip à la quête identitaire et va donc les confronter à ce passé familial. D'un côté, on a la personne jouée par Kieran Culkin qui est très cynique et sarcastique, mais qui a un grand cœur, on voit qu'il a été touché, heurté par la vie. L'autre, il est plus réservé, plus mélancolique, mais il a aussi une vie qui est plus rangée. On va voir ces deux cousins qui, à l'époque, avaient partagé presque un amour fraternel, un amour familial, ils étaient très proches. Au fil des années, ils sont maintenant la trentaine. On ressent une certaine distance. Il y a du non-dit. Il y a une certaine nostalgie du passé. L'idée de leur voyage, c'est de rejoindre un groupe dans une sorte avec un guide privé qui va leur faire un tour de la région d'où provient leur grand-mère. Il y aura aussi une visite dans un camp de concentration qui n'est pas le camp de Auschwitz, mais un autre camp du côté de Lublin, un peu plus à l'est. Et le film, je trouve, joue habilement avec ce contraste entre légèreté et profondeur. Il y a aussi le côté historique, évidemment. Il y a des problèmes à différents niveaux. Donc, il y a la question de l'histoire, l'horreur de l'histoire, mais il y a aussi différentes tensions au niveau de la famille, avec des moments plus touchants entre l'amitié très forte entre les deux cousins. La mise en scène, en soi, elle est sobre mais efficace. Peut-être un film qui tire un petit peu en longueur aussi, mais qui reste plaisant à voir. J'avais lu Kieran Culkin, là, en faisait un peu des tonnes et cabotinait beaucoup. Est-ce que ça a été ton impression? Peut-être un petit peu. Donc, on le retrouve un peu, le Kieran Culkin de Succession, a un rôle qu'il portait vraiment à lui tout seul. C'était une des forces de la série, d'ailleurs. Là, par moment, il en fait peut-être un petit peu trop et ça manque un peu de justesse ou de naturel. C'est un petit peu le stéréotype du gars qui, bon, on va comprendre qu'il a fait une overdose, qu'il a très mal vécu la mort de sa grand-mère. Il est un peu un anti-système. Par moment, il en fait un petit peu trop, mais dans la vie courante, on peut aussi connaître des personnalités de ce genre. Donc, je dirais peut-être il est à la limite. C'est pas dans le grotesque. Ça reste quand même une bonne performance. Il y a peut-être quelques excès quand même. Ouais. Okay. Et de l'autre côté, alors Jesse Eisenberg qui est parfois un peu trop de marbre, de glace, qui manque d'émotion. Oui, il est un peu trop effacé. C'est peut-être l'idée. Il aurait pu être un peu plus vif. Alors, tu voulais nous parler de La fille d'un grand amour, de Agnès de Sassy. C'est un film très récent. Sorti aussi début 2025, donc un tout petit peu après le film dont tu viens de parler. Donc ici, c'est un film français. Alors on est au début des années... c'est un premier film aussi, hein, il me semble, d'Agnès de Sassy. Alors on est au début des années 90 et on voit une jeune fille qui est étudiante dans une école de cinéma. Et pour la fin d'année, c'est comme une sorte de travail de fin d'année ou de fin d'études, de réaliser un court-métrage. Et elle choisit en fait de filmer ses parents et notamment l'origine de leur rencontre, de leur histoire d'amour. Pourtant, ses parents, ils sont séparés depuis très longtemps et donc elle les filme chacun de leur côté. C'est amusant d'ailleurs, c'est quand après parfois les points de vue sont confrontés et la première rencontre, ils ne sont pas tout à fait d'accord, notamment sur la tenue qu'ils portaient ce jour-là, leur façon d'être, etc. Je ferme la parenthèse. Et donc justement, ces deux parents qui ne se voyaient plus depuis des années se retrouvent à la projection de ce film, de ce court-métrage. Mais en fait, ils sont un peu émus de se retrouver comme ça,
de voir leur histoire et ils décident en fait un peu de se revoir. Pourtant, la mère, qui est interprétée par Isabelle Carré, je ne sais plus si on est à Paris, mais en tout cas, elle vit assez loin puisqu'elle a une maison près des Pyrénées. Ben donc, ils vont se revoir dans cette maison. Et donc, le père, qui est interprété par François Damiens, se débarque comme ça. Et on va comprendre petit à petit pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés il y a très longtemps. Et pourquoi, malgré tout, ça reste, la fille qui est née est effectivement la fille d'un grand amour. Alors, on a ici un film assez touchant, assez sincère. Il faut peut-être ajouter que c'est une histoire un peu autobiographique pour la réalisatrice. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on a, d'une part, on a un François Damiens qui joue un rôle tout en retenue, un peu à contre-emploi. Il n'a pas fait que ça, mais on n'est pas dans ses caméras cachées, on n'est pas dans Monquête, mais donc on est dans un rôle beaucoup plus sensible ici, plus délicat. Et Isabelle Carré, a peut-être plus l'habitude de ce genre de rôle aussi, mais je trouve que c'est la première fois, je trouve qu'elle est à ce point solaire, à ce point éclatante. En fait, elle illumine un peu de sa présence le film. Alors que François Damiens, voilà, il joue le jeu, je trouve qu'il fait bien la part du job, mais j'ai peut-être l'impression qu'il était légèrement moins à l'aise. Alors, moi, ça reste un film délicat, sincère, qui est intéressant. Moi, entre parenthèses, j'ai aussi adoré le domaine où la mère, donc, qui est interprétée par Isabelle Carré, vit. Je trouve que l'endroit est tout à fait magnifique et c'est un peu rêveur, comme ça, une maison un peu perdue dans le sud de la France, comme ça. Voilà, je trouve que ça fait un peu rêver aussi. Mais ce qui est un tout petit peu gêné, peut-être, c'est que le film, j'ai l'impression, est un petit peu plus centré sur le personnage du père par rapport à la mère. D'ailleurs, c'est le seul. Il y a une voix off à certains moments et c'est la seule voix off qu'on va entendre. On n'entendra jamais la voix off de la mère, ce que je trouve un peu dommage. Et voilà, le film n'est pas tout à fait équilibré à mon sens, même si voilà, on reste quand même dans quelque chose d'assez réussi, surtout pour un premier film, de sincère dans la démarche, quoi. D'accord. Là, je suis assez curieux. Je sais qu'on parlait de maison aujourd'hui. Je suis assez curieux de voir à quoi ressemble ce beau domaine qui t'a tellement tenté. Oui, c'est une petite maison assez simple, faut pas croire. Mais oui, voilà, c'est peut-être parce qu'on est en hiver et que de voir un peu comme ça une maison l'été, ça donne envie et ça fait espérer les beaux jours. Avec le chant des grillons. Oui, et les vignes aussi, parce qu'il y a quelques vignes qui ne sont pas tout à fait exploitées, mais en tout cas, ça participe aussi à l'atmosphère du lieu. D'accord. Mais alors, pour la dernière œuvre, c'est un livre de Haruki Murakami, qu'on connaît, c'est un des auteurs les plus prolifiques au Japon, qui écrit, on connaît notamment pour Kafka sur le rivage. Et ici, je voulais parler de Norwegian Wood. Murakami, c'est spécial. C'est chaque fois toujours un gros côté nostalgique. Il y a une nostalgie qui ressemble peut-être parfois à ce qu'on peut voir avec Modiano, donc on sent qu'il y a un passé parfois assez lourd, une certaine tristesse, une mélancolie. Et ici, on va suivre Toru, qui est un étudiant mélancolique, évidemment, qui se retrouve un peu pris entre deux amours. Donc, il y a d'un côté Naoko et de l'autre Midori, deux jeunes filles assez différentes. Et malheureusement, il est marqué par le suicide d'un ami très proche. Et il va naviguer un peu entre le désir et la solitude, d'un côté et de l'autre. L'histoire se déroule dans le Japon des années 60. Il y a l'influence des Beatles. Ici, on parle de Norwegian Wood, donc c'est un de leurs titres. Un pays qui est en pleine mutation sociale, donc on est dans l'après-guerre, on se cherche un petit peu. Il y a toujours un côté assez poétique avec Murakami, mais peut-être des manquements. Donc on se demande, d'un côté, il y a la douleur, le deuil et des amours impossibles. D'un autre, il y a quelque chose qui est difficilement descriptible, où on se dit qu'il manque encore quelque chose pour le considérer peut-être comme prix Nobel. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient. Il est souvent shortlisté, mais j'ai chaque fois l'impression que, bien que j'adore ces livres, il manque une spécificité pour le rendre nobelisable. C'est peut-être un point de vue personnel. Mais l'atmosphère, il parvient toujours à transmettre une atmosphère très particulière et plaisante, avec des personnages hantés par leur passé, qui cherchent un sens à leur existence. Donc, on voit dans certaines œuvres de Modiano. Oui, pour info, parce Oui. que le titre ne m'évoquait rien du tout, mais en français, c'est paru sous le titre La balade de l'impossible, qui est cité, en général, quand on parle de Murakami, c'est un des romans les plus cités, en tout cas, qu'on cite comme étant les plus importants à lire. Mais je n'ai pas lu celui-là, et du coup, je ne savais pas que ça venait d'une chanson des Beatles. C'est un beau titre et je me souviens, c'est aussi un de mes préférés. J'ai eu l'occasion d'en lire quelques-uns. J'ai regardé comme toi, il
Il figure aussi dans le top 4-5 de la plupart des listes qu'on peut trouver en ligne. Donc, et il est peut-être plus abordable que Kafka sur le rivage ou le fameux 1000Q84, qui sont un peu plus spéciaux, avec un réalisme magique plus important. Ici, ça reste une histoire d'amour un peu triste et mélancolique, donc très accessible pour commencer. Ok. Et donc, est-ce qu'il te tente? Est-ce que tu considères... Ah oui, mais ça fait très longtemps que j'ai plus lu. Et je suis assez d'accord avec toi sur le caractère nobelisable de Murakami. Je trouve que c'est un excellent raconteur d'histoire, mais il manque un petit quelque chose. Ça manque parfois, je trouve, d'un peu de profondeur pour vraiment avoir toute l'ampleur qui mériterait un Nobel. Et j'ai plus lu depuis longtemps, en fait, parce que je pense que les 1000Q ou 1Q84, je ne sais pas comment on prononce exactement. Ça, je pense que c'est les derniers que j'ai lus, en fait. J'avais beaucoup aimé, moi, le passage de la nuit, je pense. Il y avait aussi une sorte de dimension de réalisme magique. Moi, ce que j'aime bien chez lui, en tout cas, c'est c'est très, très fluide. Hein, donc, ça se lit facilement. Le réalisme magique, je trouve justement, quand il est utilisé chez lui, est fluide aussi, quoi. Ça vient de manière presque naturelle, parce que l'atmosphère est étrange, certes, mais c'est un parti pris dès le début, et je trouve que le lecteur est toujours bien entraîné dedans. Le réalisme magique intervient toujours de manière très naturelle, en fait. Et ça, je trouve que ça reste quand même une grande qualité de Murakami. Oui, et il n'essaye pas de nous perdre, il nous prend un peu par la main aussi pour... On comprend, ça doit être un Q84 où il y a un monde avec 2 lunes, il y a des aspects assez spécifiques, mais on n'est pas étouffé dans une sorte de réalisme magique ou de sorte de science-fiction. C'est à bon escient, que je peux te conseiller. Il est peut-être passé un peu de mode, possible aussi, avec des œuvres plus récentes qui sont sorties sans grand fracas. Ça reste toujours une valeur sûre. Une lecture au bord de la piscine, en voyage. C'était la dernière œuvre dont on souhaitait parler pour notre épisode sur l'amour. Il y avait un peu de tout, de belles histoires, des histoires impossibles, un peu de réalisme magique. Et on se retrouvera d'ici peu pour un nouvel épisode de Moment Culte. Merci beaucoup, Tib, et à bientôt. Oui, à bientôt. Salut, Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Cult. À la prochaine.